Donc cette session sera enregistrée, donc vous pouvez la recevoir par après. Et il y aura donc une session de questions à la fin de ce séminaire. Donc vous pouvez aussi les envoyer sur le chat et alors mes collègues se chargeront de les récolter et on pourra faire des briefings à la fin du séminaire. Donc ma présentation sera divisée en 4 parties. Tout d'abord, une introduction où je vais expliquer les principaux titres de cet exposé, donc c'est-à-dire les eurocodes, et puis le feu et les exigences. Ensuite, je m'attaquerai plus précisément aux eurocodes, donc l'eurocode 3 pour les parties acier, l'eurocode 4 pour les structures mixtes acier-béton, et enfin l'eurocode 1 pour tout ce qui traite des actions, mais ceci sera fait assez rapidement à la fin de l'exposé. Donc, les eurocodes, qu'est-ce que c'est? Donc, pour un ingénieur de construction, les eurocodes est un peu la Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, si vous avez une structure devant vous, donc première chose à faire, c'est de déterminer les charges que vous pouvez avoir de la neige, le poids propre, le vent, les charges variables, et tout ça, c'est bien documenté dans l'Eurocode 1. Ensuite, vous avez l'Eurocode 1, partie 1.2, qui va vous rajouter les spécificités en cas d'incendie et plus particulièrement les façons de simuler le feu. Une fois que vous avez tout ça, vous devez combiner ces actions et les situations d'incendie grâce à l'Eurocode 0 et éventuellement grâce à quelques ajouts de l'annexe nationale. Une fois que vous avez vos charges, vous pouvez alors commencer le calcul de votre bâtiment proprement dit avec, vous pouvez commencer par exemple par les fondations, ça c'est l'Eurocode 7. Et puis si vous voulez commencer le calcul proprement dit, alors vous avez l'Eurocode 2 pour les structures béton, notamment les dalles en béton, l'Eurocode 3 les parties acier et l'Eurocode 4 les structures mixtes. Ça, vous le combinez avec les normes d'exécution. Donc, pour l'acier, le EN 1090 et également avec les normes produits et pour l'acier, la fameuse 10025. Si maintenant, on s'attarde plus particulièrement au calcul en cas d'incendie, alors vous avez tous les eurocodes partie feu, l'Eurocode 2 partie feu pour le béton, 3 partie feu pour l'acier, partie 4, Eurocode 4 partie feu pour les structures mixtes. Et si en plus vous devez protéger certaines parties, alors là, vous devez utiliser la norme des produits de protection, la 13381. Donc le but de ce slide, ce n'était pas de vous faire une liste exhaustive des normes en vigueur, mais c'est vraiment pour vous montrer le bénéfice des eurocodes et des normes EN adjacentes. En effet, grâce à tout cet ensemble, vous avez un ensemble unique, complet et reconnu par les acteurs principaux de la construction. Et cet ensemble inclut les normes de design, de dimensionnement, les normes produits et les normes d'exécution. Et enfin, cet ensemble est aussi valide pour tous les types de bâtiments, tous les types de matériaux. Donc, je parlerai principalement acier, béton, mix, mais également pour bois, maçonnerie, aluminium. Et cet ensemble est également valide en Europe, puisque là, on utilise les eurocodes, et également pour tous les autres pays où on applique l'eurocode. Je pourrais citer par exemple Singapour ou bien la Russie qui ont adopté les eurocodes comme norme de calcul. Alors, quelques rappels techniques et historiques sur le développement des eurocodes. Donc les eurocodes, c'est déjà une très vieille histoire. Ça a démarré en 1975 lorsque la commission a lancé ce programme. Donc 1975, je vais parler belge, je sais qu'il y a pas mal de Français qui écoutent, mais enfin je suppose qu'ils feront facilement la traduction. Alors, dans fin des années 80, début des années 90, donc on a eu le transfert de la commission vers le CEN TC 250. Et début des années 90, on a donc eu
l'élaboration la première génération des eurocodes qu'on appelait la PRENV. Et donc, notamment à cette époque, moi j'ai participé à l'écriture de notamment l'annexe E et F de l'Eurocode 4 partie feu sur les poutres et poteaux partiellement enrobés. Et par après, nous avons eu donc début des années 2000, on a une première révision avec la traduction des normes ENV en normes EN. Et avec l'avènement du premier Eurocode, qui était l'Eurocode 1990, qui est sorti et publié en 2002. Et puis ça a continué, si bien qu'on a eu en 2007 la publication de des 58 parties des Eurocodes. Alors en 2010, là, on a même eu l'implémentation de ces Eurocodes dans chaque État membre et avec l'obligation de résoudre les conflits en cas de conflit entre les Eurocodes et d'éventuelles normes nationales. Et en 2015, donc, a commencé la nouvelle révision des Eurocodes. Donc ça, c'est la révision a été divisée en 4 phases. Donc elle a commencé début 2010 et on a eu un premier résultat en 2015 avec la phase 1 et un des résultats majeurs, notamment l'Eurocode 1 partie 1.1, donc qui est finalisé. Ensuite, on a eu en 2017 le début de la phase 2, avec pour ce qui nous concerne ici, pour ce qui concerne le séminaire sur le feu, l'Eurocode 3 partie feu. Et dans cette seconde phase, le project-team numéro 6 qui était chargé d'établir le nouvel Eurocode 3 partie feu. Dans ce project-team, comme membre, il y avait mon collègue, enfin, il y a toujours mon collègue François Hanu. Et donc moi, je suis aussi membre du Working Group 2, qui est le groupe de travail qui suit ces travaux au niveau de l'Eurocode 3. En 2018, il y a eu le début de la phase 3 et de la phase 4 qui comprenait l'Eurocode 4 partie feu. Donc Eurocode 4, c'est les structures mixtes, avec le project team numéro 7. Et là, c'est donc François Hanu qui est le chairman de ce project team numéro 7. Et moi, je suis le chairman du Working Group 2 relatif au sous-comité 4, donc pour l'Eurocode 4. Nous sommes maintenant en 2020. Et donc là, c'est les travaux relatifs au Eurocode 3 partie feu sont pratiquement terminés, en tout cas seront terminés pour fin de cette année. Et en 2021, donc l'Eurocode 4 partie feu, le project team numéro 7 aura également fini ses travaux. Donc si bien que nous aurons les prévisions 2023, tous les Eurocodes devraient être disponibles. Et la publication, là vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne peux pas m'avancer, mais disons, soyons optimistes, peut-être que 2024, on aurait peut-être une publication de la génération la prochaine génération des Eurocodes. En voyant ce planning, donc vous voyez, c'était vraiment une bonne date pour choisir ce webinaire, puisque d'une part, on arrive à la fin des Eurocodes feu 3 et 4. En plus, vous voyez que François et moi-même, on est fortement impliqués dans leur développement. Donc, c'était une bonne idée de vous faire partager les nouveautés aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des avantages certains pour la construction métallique. Maintenant, les Eurocodes, ils existent déjà, sont déjà utilisés, puisque l'Eurocode 3 partie feu a été publié en 2005. L'Eurocode 3 actuel, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne déjà des règles jusque l'acier S460. Il donne déjà les propriétés thermiques et mécaniques pour les aciers carbone et les aciers inox. Déjà également aussi des méthodes pour calculer le développement et l'échauffement des structures métalliques, des méthodes simples de calcul et également les principes pour les méthodes que l'on appelle avancées. Et enfin, dans certaines annexes, il y avait des annexes pour les classes 4, pour les aciers inox et pour les structures extérieures, ainsi que pour les connexions. Maintenant, grâce à la révision, des avancées importantes ont été obtenues. Citons l'extension aux aciers haute résistance, la prise en compte des aciers inox avec une émissivité inférieure, des nouvelles règles qui sont maintenant incorporées dans les
dans l'Eurocode 3 pour les classes 4, des annexes normatives pour les aciers inox et pour les joints, et également une nouvelle annexe pour les poutres cellulaires. L'Eurocode 4, lui, actuel, l'Eurocode 4, il a été publié en 2005, donc en août 2005, donc c'est toujours quelques mois après l'Eurocode 3, puisqu'on ne peut pas faire les règles mixtes tant que le 3 et le 4 n'ont pas terminé. Donc, dans la version actuelle de l'Eurocode 4, on pouvait traiter des aciers jusqu'à 460 et des bétons jusqu'à C50, C60. Et également les propriétés thermiques et mécaniques de l'acier, des armatures et du béton y étaient décrites. On avait ce qu'on appelait les tableted data, donc des abacs de dimensionnement et des méthodes simples de calcul pour des poutres mixtes, des colonnes mixtes et des tubes remplis de béton. Et on avait donc aussi des méthodes simples, par exemple, pour ce type de poutre. Donc, c'est des poutres mixtes classiques, ou bien des poutres mixtes avec du béton armé entre les ailes, ou alors des poteaux partiellement enrobés, ou également des tubes remplis de béton. Que va nous fournir la nouvelle version? Donc là, je vais citer les trois principaux changements. Donc, d'abord, la prise en compte des slim floor mixtes, la prise en compte de l'effet membrane et la prise en compte des poutres cellulaires. J'ai oublié de mentionner, mais aussi il y aura des règles, maintenant une nouvelle annexe pour les poteaux remplis de béton, pour les tubes remplis de béton. Alors, j'ai donc parlé déjà assez longuement sur les eurocodes. Quelques mots du feu. Donc, le feu, qu'est-ce que c'est? En fait, dans la réalité, le feu, c'est par exemple ce que vous voyez là sur la vidéo, hein, un fauteuil qui prend feu. Le feu se développe lentement, tout doucement. Donc d'abord le fauteuil, vous allez voir par après, oui, peut-être que oui, la fumée se dégage. Heu, sur la gauche, j'ai tenté de représenter, la température moyenne dans le local en fonction du temps. Donc vous voyez ce qu'on appelle, c'est un feu qui couvre. Ah là, on voit que à droite sur la vidéo, donc la zone de fumée devient un peu plus conséquente, mais on a toujours un petit feu, c'est pas encore un l'embrasement généralisé, qui commence à montrer ses premiers signes. Donc là, on voit que les flammes commencent à sortir à l'extérieur pour rechercher de l'oxygène. Donc là, c'est ce qu'on appelle maintenant le flash-over. On a vraiment les flammes qui ont embrasé tout le compartiment, qui viennent à l'extérieur pour avoir de l'oxygène. Donc c'est ce qu'on appelle le flash-over. Et donc dans ce cas-là, pardon. Et donc dans ce cas-là, on a donc le flash-over, on a cette courbe de température qui augmente fortement avec une phase d'échauffement et puis par après une phase de refroidissement. Donc ça, c'est le feu que l'on peut rencontrer dans la réalité, alors que pour un ingénieur de construction, il faut bien caractériser et numériser ce phénomène. Donc à la place d'avoir la courbe bleue qu'on vient de voir, on va avoir la courbe rouge, qui est ce qu'on appelle la courbe standard ISO, et qui est la courbe que l'on va appliquer par exemple, dans un essai au feu que vous voyez ici, vous voyez un plancher avec des brûleurs, et les brûleurs vont provoquer dans le compartiment soumis au feu, dans ce four, la courbe rouge. Donc après 3 minutes, vous aurez déjà 500 degrés, puis 840 degrés après une demi-heure, et 945 une heure, 1000 degrés 90 minutes, et 1050 degrés après 2 heures. Donc c'est un feu très sévère et qui correspond à l'embrasement généralisé. Et donc, dans la suite, je vais me focaliser plutôt sur ce feu ISO, sachant que tout à la fin, je vous montrerai l'Eurocode 1 avec les ouvertures pour la prise en compte du feu naturel. Donc, on a les Eurocodes avec quelques petites particularités nationales décrites dans les annexes nationales. Grâce à ça, l'ingénieur va pouvoir calculer la résistance au feu. Donc, vous avez votre bâtiment et il va tenir sous un feu ISO 65 minutes. Maintenant, ça, c'est un document, donc c'est un ensemble qui existe et qui est, hormis les annexes nationales, le même pour tous les pays européens. Je vais devoir le comparer aux exigences. Alors, les exigences, c'est ce qui est demandé pour un type de bâtiment qui dépend d'une série de choses comme le temps d'évacuation, la hauteur du bâtiment, des exigences spécifiques des pompiers. Et ça dépend des règlements nationaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sécurité est toujours du domaine national. Donc, chaque pays est libre de définir le niveau de sécurité pour ses habitants. Donc, vous allez avoir des réglementations qui vont varier parfois de pays en pays, même parfois de région en région. Et donc, vous devrez comparer la résistance au feu à gauche obtenue par les Eurocodes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui,
et les comparer par rapport aux exigences que vous pouvez trouver dans les réglementations nationales. Donc, pour vous aider dans cette recherche, donc ici, donc là, nous sommes ici au Luxembourg. Donc là, c'est assez bien organisé. Il y a l'ITM, donc l'inspection du travail des mines, qui a rassemblé dans un site donc toutes les réglementations. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Étant en bas, vous voyez le lien. On peut donc avoir les réglementations ici. J'ai fait un résumé pour les bâtiments bas, moyens, élevés. Mais donc, il y a donc une cinquantaine de documents relatifs à tous les types de construction qui vous donnent les exigences feu. Donc, par exemple, si je vois ici les bâtiments élevés, un bâtiment élevé, c'est à partir de 22 mètres. Si j'ai un bâtiment de 25 mètres, je vois ces catégories 1. Pour les éléments de structure, j'ai une exigence de 90 minutes. Donc, là, à Luxembourg, un bâtiment de ce type doit résister au feu 90 minutes. Je suppose qu'il y a des Luxembourgeois qui nous écoutent et des personnes intéressées par le marché luxembourgeois, mais aussi également pas mal d'autres intéressés par d'autres marchés. Donc là, j'ai sélectionné les réglementations en français. Donc c'est un site très bien fait sur Boforum-Stahl. Donc lorsque vous recevrez euh, le, le séminaire, donc là, il y aura l'adresse qui sera indiquée de ce site. Et si vous choisissez la langue française, vous aurez les réglementations pour la France, pour le Luxembourg et pour la Belgique, région wallonne. Alors, on a donc maintenant parlé pas brièvement, plutôt en long et en large des Eurocodes, du feu et des exigences. Maintenant, on va pouvoir entrer plus en détail sur l'Eurocode 3 et les nouveautés. Donc, je vais décrire plus en détail la prise en compte des aciers de résistance des poutres cellulaires. Mais donc, n'oubliez pas qu'il y a donc une option très intéressante pour l'acier galvanisé. Donc, avec, comme l'acier galvanisé a une meilleure réflexion, donc au début de l'incendie, l'échauffement de l'acier sera moindre. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour lorsque les exigences faibles sont demandées. R15, donc ça R15 on a pratiquement toujours, et R30, donc dans certains cas avec des structures pas trop minces, donc l'acier galvanisé permet d'atteindre les 30 minutes. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc il y a maintenant les classes 4 sont décrites de façon beaucoup plus complète dans le corps principal de l'Eurocode 3 partie feu. Donc l'annexe qui était informative a été supprimée et les règles ont été améliorées et mises dans le corps du texte. Ensuite, l'acier inox, également pour l'acier inox, donc maintenant il y a une annexe beaucoup plus importante et qui a été réalisée grâce à la recherche RFCS Stainless Steel in Case of Fire. Et enfin, également une nouvelle annexe normative sur les connexions avec des règles supplémentaires pour les connexions tubulaires. Donc ici, si je me focalise plus particulièrement sur les aciers à haute résistance, on a vu précédemment que l'Eurocode 3 était focalisé jusque l'acier S460. Donc maintenant, le scope a été étendu, donc le domaine d'application a été étendu jusque l'acier S700. Donc il a en fait été étendu comme l'Eurocode 3 partie 1.1. Donc, si vous prenez les tableaux 5.1 et 5.2 de l'Eurocode 3 partie 1.1, donc on voit tous les types d'acier, donc jusque le S700. Donc, vous pouvez utiliser le recode feu jusqu'à 700, sachant que si vous voulez faire du feu naturel, donc avec phase descendante, là, c'est limité jusqu'au S500 parce euh, on n'a pas encore de règles validées pour les aciers, plus que S500 pour la phase de refroidissement. Alors, pour mettre en lumière les avantages de la prise en compte de l'acier haute résistance, donc je vais regarder ici le cas des poutres en acier supportant un plancher avec une exigence de 30 minutes. Donc j'ai une portée de 7,20 m, un IP 550 en S235, donc j'ai mis des charges classiques dessus. Donc je vais appliquer l'Eurocode 3 parties feu. C'est assez facile, il y a la méthode de la température critique qui est bien sûr conservée dans la nouvelle Eurocode. Donc là, je dois calculer mon taux de chargement. Mon taux de chargement étant, dans le cas qui nous occupe, était de 33%. Avec ça, en appliquant la formule de ma température critique, j'ai 646 degrés comme température critique. 646 degrés,
je peux calculer en rouge ma courbe, d'échauffement de l'acier avec les formules classiques. 646°, ça correspond à 20 minutes de résistance au feu sous feu ISO, ce qui est finalement un résultat auquel on s'attendait. On sait qu'un acier non protégé, on a une résistance, qui va de 15 à 35-40 minutes grand maximum. Bon, ici, l'exigence était 30 minutes. Donc là, j'ai un petit souci, je ne remplis pas l'exigence. Alors, que va-t-on faire? Donc, quelque chose qui est très simple, vous avez vos plans qui sont tous déjà faits. En fait, il suffit de changer la qualité d'acier qui était du S235, je mets du S, dans ce cas-ci, j'ai mis S500. Puisque maintenant le S500 pour les profils laminés est inclus dans l'Eurocode et est produit, régulièrement dans nos usines. Donc si vous prenez à la place du 235, vous mettez S500, votre taux de chargement de 33 va être réduit à 15-16. Donc si j'ai réduit mon taux de chargement, je vais de nouveau dans la formule de ma température critique avec ce taux de chargement réduit et j'obtiens une température critique maintenant qui, elle était de 646°, elle va monter à 760°. Donc je monte à 60° et ce saut quantique va me permettre, ce saut quantique au niveau des températures critiques me permet de passer au-dessus de la barre fatidique des 30 minutes, donc j'arrive à 32 minutes. Donc ici, vous avez une façon très aisée d'obtenir 30 minutes en finalement utilisant, vous dimensionnez votre structure comme de façon classique et en mettant un acier haute résistance, donc en surdimensionnant légèrement, vous avez atteignez l'exigence. Vous allez me dire, quid du coût? Bah, finalement, le coût supplémentaire pour passer à un acier haute résistance, et si je le compare avec une peinture intumescente R30, donc je suis 5 fois moins cher. Donc c'est vraiment finalement une façon très aisée, très rapide et très économique d'obtenir une résistance au feu de 30 minutes. Maintenant, 30 minutes, c'est pour des petits bâtiments ou dans certains cas, si vous avez des bâtiments beaucoup plus élevés, donc prenons par exemple un bâtiment de 25 mètres de hauteur. Donc là, c'est un cas spécifique que j'ai rencontré avec euh, H, par exemple, là, c'était le résultat était H220B. Alors, bâtiment de grande hauteur, 25 mètres. Sur le coup, c'était un bureau d'études belge, mais si vous regardez la norme, les exigences belges, pour un bâtiment élevé, il faut 2 heures. Donc, premier trial, premier essai, hop, on a dit, bah, il faut protéger, il faut mettre 3,9 millimètres de peinture intumescente. Et le bureau d'études belge avait pris la température critique par défaut de 500°. Comme on l'a vu tout à l'heure, si vous regardez plus attentivement les réglementations, bah, au Luxembourg, finalement, bâtiment élevé, il y a une petite catégorie, donc le bâtiment élevé de catégorie 1, lorsqu'on est en dessous de 30 mètres, où là, c'est pas 2 heures, mais c'est 90 minutes. Donc, si on refait finalement le même calcul, donc je garde mes températures critiques par défaut de 500°, mais je passe à 90 minutes, finalement, je réduis l'épaisseur de peinture à 2,5. Donc là, j'ai juste regardé plus en détail sur les réglementations, mais je peux aller plus loin. Je peux maintenant appliquer, oui, et là, ça me conduisait à des réductions substantielles, au niveau du coût de la protection, une réduction de 20, et sur ma structure, en acier, parachevé monté, j'avais quand même une réduction de 7. Là, j'ai seulement regardé sur, les réglementations, mais si je vais plus loin et que je fais un vrai calcul suivant l'Eurocode 3, au lieu d'utiliser la valeur par défaut de 500°, je peux calculer la température critique. Et là, je passe de 500 à 612°. Donc, j'arrive dans ce cas-ci, à une épaisseur de peinture de 1,7 millimètre. Si je continue dans le développement et finalement, si je prends de l'acier S460, de l'acier haute résistance, puisque maintenant dans le nouvel Eurocode, je peux même aller jusqu'à 500, mais là j'ai pris S460. Et là, je vois que ma température critique, je passe à 683°. Et donc, je réduis mon épaisseur de peinture à 1,33 millimètres. Et donc là, si je compare à la solution de la deuxième ligne, donc R90, en coût de peinture, donc j'ai réduit de 38, et au niveau de la structure acier, j'ai réduit de 11. Donc vous voyez que l'application de l'Eurocode
3 parties feu et surtout l'application des hautes limites élastiques permet de réduire fortement votre coût si vous considérez l'ensemble structure acier et protection. Alors, autre point important, maintenant dans l'Eurocode 3 parties feu, sur les poutres avec ouverture. Alors, donc ces nouvelles règles ont été ajoutées, notamment l'annexe E. Et donc, première chose, il faut calculer les températures dans ces poutres cellulaires, poutres avec des trous. Il y a 2 options, soit on considère une approche, qu'on appelle uniforme ou non uniforme de la température. Donc ça veut dire que l'on va, calculer la température dans l'âme et de la semelle. Ou bien, on peut leur calculer les températures dans les parties de structure correspondant au mode de ruine. Donc, je m'explique. Donc, vous avez une poutre, vous pouvez avoir le mode 1. Donc, ça, c'est euh, une ruine par flexion de la poutre pleine. Ou le mode 2, une ruine par flexion au niveau de l'ouverture. Ou bien le mode de ruine 3 et 4, ça, c'est euh, les ruines par Virendale, ou alors on va considérer comme facteur de massivité seulement le T correspondant à la section 3 ou 4, ou alors on peut avoir le flanc du montant supérieur ou inférieur, donc caractérisé par les, les éléments de ruine 5 et 6, par les éléments de ruine 5 et 6, et donc là on a seulement le montant, donc on a aussi à une massivité qui va correspondre à seulement cette portion d'âme, ou ça peut également être numéro 7, donc ça c'est une ruine par effort tranchant au niveau de la soudure, ou bien alors vous pouvez aussi avoir au niveau 8 ruine par effort tranchant au niveau de l'ouverture. Donc on doit analyser tous ces modes de ruine et pour chaque mode de ruine, calculer une température, puisqu'à chaque mode de ruine correspond une section différente. Donc peut-être pour être plus explicite, on va prendre un exemple. Donc, pour calculer les poutres avec des trous, donc on va se baser sur l'Eurocode 3 en partie 1 à 13. Donc ça, c'est la nouvelle partie de l'Eurocode. C'est également nouveau dans la nouvelle partie de l'Eurocode sur les poutres avec ouverture. Ça, c'est calcul à froid. Il y a les règles de l'Eurocode, nouvelle Eurocode 3 parties feu, donc qui modifient qui modifie la partie 1.13, notamment au niveau des classifications, notamment certaines règles spécifiques pour les ouvertures sinusoïdales, mais surtout dans chaque règle, on doit remplacer la limite élastique du module de Young et les coefficients de sécurité par les valeurs correspondantes à froid, et aussi le mode de flambement. Donc pour le mode de flambement, on va utiliser les courbes de flambement à chaud. Il y a une courbe spécifique de flambement à chaud. Donc si on regarde ça sur un exemple, vous avez une poutre en acier. Alors on peut avoir un mode de ruine, mais ça c'est le mode de ruine le plus simple au milieu de la poutre. Donc c'est euh, une coupe sur la section pleine avec on doit calculer donc le taux de chargement sous le moment et sous l'effort tranchant. Alors on peut aussi avoir vérification des montants. Et alors, on a aussi, par exemple, c'est souvent au niveau du tiers de la portée, où c'est l'effet Virendale qui est prépondérant. Donc là, on a aussi pour l'effet Virendale toute une série euh, de, de calculs donc qui correspondent au taux de chargement suivant M, N ou les combinaisons. Et donc là où j'ai en tiré finalement en bleu, donc on voit pour le T sous l'effet Virendale et sous l'effet MNV, donc on a une température critique de 613 degrés. Mais cette température de critique de 613 degrés, vous devez la considérer avec le AM sur V correspondant au T, donc là qui est de 76,3. Et on pourrait se dire, ah ben ça c'est la température critique la plus faible, donc c'est celle-là qu'il faut considérer, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que si vous regardez, vous avez que au niveau du flambement du montant, on avait une température critique de 668 degrés, mais un facteur de massivité plus élevé. Donc, on avait une structure moins massive, le montant était moins massif. Et donc, il faut vraiment faire, si vous protégez par exemple ce type de poutre, il faut regarder la température critique et la massivité, et à chaque cas, regarder quelle est l'épaisseur nécessaire et après de prendre le cas le plus défavorable. Dans ce cas-ci, on voit que sous feu ISO, donc la température critique dans ce cas était de
c'était le cas avec flambement de montant qui était déterminant avec 1003 secondes. Donc, pour nous résumer au niveau des poutres à large ouverture, donc, mon message, c'est que finalement, on a vraiment un ensemble complet pour calculer les poutres cellulaires. Si on fait le calcul au feu des poutres nues, donc c'est bien la partie 1.13, donc nouvelle partie qui normalement devrait être validée complètement, bah, c'est fin de cette semaine où il y a réunion du sous-comité 3 où normalement c'est déjà le troisième round de circulation et donc il n'y a plus de commentaires, donc je suppose qu'elle sera validée. Et le recode 3 partie feu qui, dans son annexe E, donne les modifications pour le calcul des poutres cellulaires. Pour les poutres cellulaires protégées, donc ce sont les mêmes réglementations, plus la norme EN sur les produits de protection. Et donc, soit on utilise un matériau de protection non réactif, donc par exemple un spray, et donc là, on applique la 13380-4 avec les températures critiques, les facteurs de massivité qui correspondent aux différents modes de ruine, mais donc il n'y a pas de particularité. Par contre, il y a une particularité si on utilise heu, les protections, ce qu'on appelle réactives, donc les peintures intumescentes. Et donc là, il y a une nouvelle norme, la 13380-9, donc une norme spécifiquement, norme d'essai spécifiquement dédiée pour les poutres cellulaires protégées par des peintures intumescentes. Et là, les producteurs de peinture, donc on fait des essais, et ces essais, normalement, vous donnent une, un diagramme de ce type qui vous donne finalement en ordonnée, vous avez l'augmentation de température du montant par rapport à une poutre sans trou, et en X, vous avez la largeur du montant. Donc, peut-être ce sera plus clair avec un petit dessin. Donc, vous voyez le point vert. Donc, le point vert, je suis dans un plane. Donc là, un plane, si je regarde, je vois que j'ai un montant très, très grand, et donc si je regarde le diagramme, j'ai 1, donc ça veut dire que le rapport entre la température du point vert et la température d'une poutre pleine est 1, donc ça, on aurait pu le deviner pas à l'avance. Donc là, j'aurais finalement ce qu'on appelle, un facteur de modification de la température de lame, de 1. Par contre, si j'ai un montant de 300, comme dans ce cas-ci, 320 millimètres, donc vous voyez que là, sur ce diagramme, on voit que, j'ai une température qui est, heu, 1,05 fois plus élevée au niveau du point rouge qu'au niveau du point vert. Et si j'ai un montant encore plus faible, par exemple le point orange, donc là j'ai 20 de plus d'après les essais, des poutres protégées par ce fabricant, par exemple, fabricant lambda. Donc pour 150 millimètres, là j'aurais 20 heu, de température en plus, donc je dois diviser dans mes calculs la température critique obtenue, par ce facteur 1,2. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Ici, j'ai pris le cas une poutre, de longue portée de 24 mètres, une poutre, à inertie variable, pour un grand hall. Heu et donc cette poutre est obtenue finalement à partir d'un H901 que l'on découpe, heu, suivant la ligne de découpe, heu, bleu et mauve, qu'on peut voir sur la droite. Et donc on a un petit à 2T que l'on va décaler, on va obtenir donc une poutre d'à peu près 1,50 m de haut. Maintenant au niveau protection au feu, donc si je vais garder mon H900 et donc je le protège en appliquant donc puisque j'ai pas de trou dans ce cas-là, si j'applique la 13380-9, heu, là j'aurais eu à peu près un coût de 10 pour protéger ma poutre, puisque j'avais une épaisseur de peinture de 472 microns. Maintenant, si je considère donc la fameuse poutre, alvéolaire à inertie variable, donc obtenue à partir de mon H901, mais puisque j'ai maintenant,
des trous, donc j'ai des modes de ruine qui peuvent être plus difficiles et puis j'ai aussi des facteurs de massivité qui correspondent au T ou voire au montant. Donc j'ai un facteur de massivité qui est plus important et donc si j'applique cette fameuse partie neuve, donc j'ai un peu plus de peinture intumescente, mais ici j'ai à peine 486 microns, donc j'ai à peine plus et donc finalement le coût supplémentaire par rapport à la poutre pleine est pratiquement négligeable. Donc, le message aussi, c'est que si j'ai des poutres 30 minutes avec des montants, là, le montant était de 250 millimètres, finalement, le fait d'avoir des poutres avec des trous ne contribue pas à augmenter significativement le coût de ma protection. Donc, j'arrive à la fin ici heu, de mon Eurocote 3. En conclusion, donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il n'y a pas de problème pour, les poutres cellulaires. Il y a, on a vraiment un ensemble complet de normes grâce à la partie 1.13 pour, le froid, la partie 1.2 pour le chaud et aussi à la norme, pour les produits de protection. Donc on a vraiment un ensemble complet qui permet le dimensionnement complet des poutres cellulaires acier nu ou protégées. Donc c'est un produit très, très, très performant, les poutres cellulaires. Il y avait dans le passé quelques incertitudes au niveau protection au feu, mais on peut dire que maintenant, grâce aux nouveaux Eurocodes, tout ça est bien reconnu et sera aussi reconnu par les praticiens sur le terrain. Alors, la valeur ajoutée, d'ArcelorMittal, donc là, au niveau d'ArcelorMittal et de l'équipe d'ingénierie, donc nous avons, une équipe d'ingénieurs avec, des connaissances, pointues au niveau des aciers haute résistance, des poutres cellulaires et de leur protection. Donc on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous contacter. En plus, on peut également, vous donner une indication de prix pour une poutre parachevée avec une résistance au feu intégrée grâce, au Stelligence Fabrication Center, donc qui peut aussi vous fabriquer la poutre et vous la livrer sur place. Et enfin, au niveau feu, donc on travaille avec un réseau de bureaux d'études indépendants. Donc ce réseau est Secure Steel où là, donc on a des bureaux hautement spécialisés, indépendants qui vont même aller encore plus loin, combiner les spécificités de l'Eurocode 3 et 4 et même avec ceux de l'Eurocode 1. Donc ça, c'était pour Heu, ah oui, en plus, donc j'ai oublié qu'on a également tous nos, logiciels. Donc on a sur notre site, le logiciel ABC pour les poutres, ACB+ pour les poutres cellulaires et A3C pour les poteaux. Donc il vous permet de calculer ces éléments à froid ou à chaud et également si c'est à chaud de les protéger et même pour les poteaux, on a donc parfois, vous pouvez demander, la protection avec des produits même du commerce. Donc ici, nous avons un accord avec Grasse et donc vous voyez sur l'écran, là, l'épaisseur de monocoque qui est définie pour obtenir, la protection au feu demandée. Donc ceci, c'était pour, l'Eurocode 3. Donc, nous allons passer maintenant à l'Eurocode 4, partie feu. Alors, des avantages, c'est maintenant la prise en compte des composite shallow floor, donc des poutres, slim floor mixtes. Alors, les poutres slim floor, c'est les poutres de très faible hauteur et donc ça, c'est maintenant incorporé directement dans le code 4 partie feu. Donc il y a un chapitre, 7.4.2.4 donc où on a les règles principales pour, les slim floor mixtes. Heu et également aussi dans la section 8 sur les programmes avancés, donc on a prise en compte des slim floor, notamment avec la possibilité de prendre une résistance de contact entre, le béton et la semelle. Ensuite, on a également, heu, des détails constructifs, pour les shallow floor, mais le plus important, c'est la fameuse annexe J. Donc dans l'annexe J, vous avez donc toutes les règles qui vous permettent de calculer le moment de résistant plastique, pour les poutres Slimfloor. Alors, pour illustrer ça, un exemple, donc j'ai ici le, bâtiment Galerie Kons, juste en face de la gare de Luxembourg. Donc ça, je remercie, madame Benyayak de pour Schröder qui m'a fourni ces photos et qui était responsable du dimensionnement et qui avait fait
bien sûr, le dimensionnement à froid et à chaud. Mais donc, ça, c'est un plancher slim floor DHB 220 avec une tôle soudée 350 x 25 mm d'épaisseur, des portées de 9,45 m et distance entre poutres de 5,40 m et 90 minutes étaient demandées. Donc, ça a été, obtenu grâce à des armes c'est fortement armé, hein, 2 diamètres 25 plus un diamètre 28, de chaque côté. Alors ça s'est passé comment? Donc finalement, ce bâtiment date de 2015. Donc là, à l'époque, donc en 2015, donc les poutres Simfloor, c'était bien connu, mais il y avait finalement pas de méthode, reconnue ni dans l'Eurocode, de méthode, uniforme pour calculer les planchers Simfloor soumis au feu. Donc finalement, le bureau de contrôle a demandé l'utilisation de calculs avancés. Donc c'est pas mal, mais ça demande pas mal de temps avec des simulations Saphir de, développement des températures, de calcul des déformations et donc si maintenant on faisait le même genre de calcul, on pourrait appliquer directement, l'annexe J donc, du nouvel Eurocode partie feu, donc qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, d'application et qui est aussi, heu, est plus facile au niveau de l'approbation puisque c'est directement dans un Eurocode et donc il y a plus de cette discussion, avec les éventuels avec les bureaux de contrôle qui doivent approuver le design. Donc, si on utilise cette nouvelle, annexe J, Heu, les conclusions principales que l'on pourra obtenir, si vous avez une exigence de 30 minutes, bah, vous allez voir que vous appliquez, ce sera, vous aurez, directement vos 30 minutes sans rien faire de plus. Pour 60 minutes, parfois, il va falloir ajouter quelques barres longitudinales. Pour 90 minutes et 120, là, vous devrez toujours à rajouter de barres et maintenant, combien de barres et ça, vous pouvez facilement l'optimiser grâce à Cenex J puisqu'il y a une règle qui vous donne directement la température de ces barres. Donc, une fois que vous avez la température, donc finalement, vous pouvez en déduire, la résistance maximale et faire votre calcul de moment de résistance maximum. Donc c'est vraiment une méthode, très rapide pour optimiser les poutres Simfloor et leur protection, par l'ajout de barres longitudinales. Alors, point suivant très, très important, qui à mon avis sera fortement utilisé, c'est la prise en compte de l'effet membrane. Donc maintenant l'effet membrane, il est explicitement, documenté dans le point 4.8, donc je lis: «La résistance au feu de chaque zone peut être justifiée en considérant, l'effet membrane» et donc cet effet membrane doit être justifié soit par des méthodes avancées ou en utilisant des méthodes simplifiées acceptées et un exemple de méthode simplifiée est donné dans l'annexe I de l'Eurocode 4 partie feu. Donc vous avez maintenant une méthode annexe I qui est implémentée dans l'Eurocode 4 partie feu et qui vous permet de prendre l'effet membrane. D'autres méthodes pourraient éventuellement être considérées, mais ça c'est de cas en cas, tandis que l'annexe I, là, elle est vraiment dans l'Eurocode 4 partie feu. Alors, heu, voilà, c'est une annexe assez longue, donc je ne vais pas la détailler ici. Je vais plutôt ici vous montrer un peu les effets, bénéfiques. Donc encore une fois, c'est l'effet membrane, c'est vraiment pas nouveau puisque ça a plus je dirais que ça a presque 20 ans. Mais là, au niveau, je dirais, de sa prise en compte dans les projets pratiques, un des éléments importants était un essai au feu qui a été fait, chez Effectis en 2008. Donc là, je vais vous le décrire rapidement. Donc si vous avez par exemple il y a 2 poutres, en acier, mixte, donc on voit les goujons. On avait mis, un bac acier, heu, naturellement du béton avec des armatures. Donc, ce genre de plancher, si on le teste tout seul, ben, on s'attend à 20 minutes de résistance au feu. Heu, mais dans ce cas-ci, on a testé un plancher complet où ces poutres en acier nu étaient placées dans un plancher complet entouré par les poutres principales qui étaient protégées. Donc la partie jaune montre que ces poutres étaient protégées et donc là, heu, on a fait alors un essai, sur ce type de poutre, ce type de plancher, donc avec, la courbe, ISO là que vous reconnaissez, avec les charges,
suivant les combinaisons prescrites par l'Eurocode. Et donc, on a obtenu plus de 2 heures de résistance au feu. Donc, on avait des températures après 2 heures de plus de 1000 degrés dans les poutres non protégées, mais comme elles étaient finalement encastrées, imbriquées dans les poutres blanches, protégées, on permet d'avoir, 2 heures de résistance au feu. Donc là, juste la vidéo qui va vous montrer l'essai. Donc, vous voyez les chiffres en rouge à droite, ça c'est le temps en minutes. Et donc, je vais mettre ma petite souris, comme ça vous pouvez voir les flèches, euh, la flèche du plancher. Et donc, vous voyez, on est à 1h20, 1h25. Donc, ça continue, ça continue. On a arrêté l'essai à 2 heures parce qu'on avait payé pour 2 heures d'essai, mais il y avait pas de, on n'a pas arrêté parce il y avait un début de ruine. Donc, ça tient au moins 2 heures et on ne sait même pas combien ça pourrait tenir en plus. Donc, ça, c'est un essai ISO avec des poutres de mémoire, ça faisait 9 mètres de portée. On a fait des essais mettant en évidence l'effet membrane sur des poutres beaucoup plus longues. Ça, c'est un essai sur des poutres cellulaires, mais comme c'était des poutres de 15 mètres, donc là, on a dû faire des essais sur ce qu'on appelle des feux naturels, où on a eu donc même démonstration de l'effet bénéfique de cet effet membrane. Donc, c'est mis en pratique depuis très, très longtemps. Vous avez quelques exemples de réalisations qui sont faits depuis plus de 10 ans. Donc, c'est à gauche le bâtiment ArcelorMittal de Flémal, à droite un bâtiment en Turquie. On voit à gauche au-dessus du travailleur, là, on voit que c'est une poutre floquée, parce que cette poutre-là, c'est la poutre qui est connectée au poteau. Par contre, à l'avant-plan, ben, la poutre est en acier nu. Également en bas à droite, au niveau de la classe, vous voyez que les poutres en acier sont non protégées et les poutres au niveau des cloisons là sont non visibles parce qu'elles sont encoffrées dans des plaques de plâtre et donc protégées. Autre très bel exemple, là c'est le centre commercial Géric à la frontière belgo-luxembourgeoise, donc avec des poutres Angina où finalement là on a une vue en plan. Donc ces poutres sont protégées pour ce qui concerne toutes les poutres qui relient les poteaux. Par contre, les poutres secondaires, en orange ici, ne sont pas protégées. Donc on peut dire que cette méthode permet de gagner la protection, de viser pratiquement la protection par 2 puisqu'on protège une poutre sur 2. Alors, au niveau des poutres, à large ouverture, donc là, on se base bien sûr sur, l'Eurocode 3 parties feu, hein, donc les températures, les modes de ruine, sont copiés de l'Eurocode 3 parties feu. Il y a quelques rajouts au niveau du mixte. Heu, il y a les rajouts habituels pour les classes de section. Donc les classes de section, sont calculées suivant, l'Eurocode 3 parties feu. Également, les limites élastiques et les modules de Young sont adaptés pour tenir compte de la température, mais il y a également des règles spécifiques pour ce qu'on appelle les dalles assez raides. Donc ça, c'est surtout pour le marché allemand où ils ont parfois l'habitude d'utiliser des dalles très très épaisses de 20 centimètres d'épaisseur, où là, il y a des modes de ruine supplémentaires, mais ça, c'est encore à peaufiner dans l'annexe D de l'Eurocode 4.1.1. Donc, en conclusion, pour l'Euro 4 partie feu, donc là, de la même façon, donc nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour calculer des solutions mixtes. Donc ça veut dire mixte, soit ça peut être des profilés partiellement robés, totalement robés. Et il y a même aussi ce qu'on appelle les méga-colonnes, donc c'est des poteaux en béton armé avec plusieurs profilés imbriqués dedans, les poutres mixtes avec ouverture, les poutres same floor mixtes. Donc n'hésitez pas, ce sont de nouvelles solutions performantes et donc on est là pour vous aider à les utiliser. On a de nouveau sur notre site web nos outils de prédimensionnement. Là, je mets plus en évidence le logiciel Max Plus. Donc ça, c'est pour calculer l'effet membrane. Et donc là, j'ai terminé l'Eurocode 4 partie feu. Dernière partie, ce serait l'Eurocode 1 partie feu, donc pour traiter
des feux naturels. Donc là, je peux lancer une vidéo de parking. Là, quand on a un parking, le feu ne sera pas vraiment comme dans un bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre en compte euh, des modes d'échauffement très spécifiques. Mais ça, donc, ce sera l'objet, l'Eurocode 1 partie feu, ce sera l'objet de séminaires différents. Donc, ce sera Marion Charlier qui fera donc un même type de séminaire sur Eurocode 1 partie feu. On va également avoir, puisque là, vous avez un nez sur le parking, un séminaire sur les parkings fait par mon collègue Francis Clédjean. Et de ce séminaire ici que je viens de faire aujourd'hui, je vais voilà, les parkings, ça ce sera déjà une deuxième fois, ce sera fait le 23 octobre. Donc, les parkings en acier. Et moi, je ferai le même séminaire qu'aujourd'hui en langue anglaise le 29 octobre à 11 heures. Et bon, voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant je suis à votre disposition pour des questions-réponses. Merci beaucoup, Luigi, pour la présentation. On a un tout petit peu de retard, mais on a évidemment, si les gens ont des commentaires à propos de cette présentation. J'ai reçu deux questions et un commentaire plutôt par lequel j'avais commencé. Donc, je remercie M. de Breukere pour la précision. Donc, quand on utilise des aciers de plus haute résistance, on a fait un petit raisonnement pour montrer quelle était la réduction du taux de chargement et quel était l'impact sur la protection. Il est évident que si on a des aspects d'instabilité dans des colonnes ou dans des éléments au déversement, évidemment, cet aspect linéaire. François, je crois qu'on ne t'entend plus. Luigi. Ah oui. C'est Pascal. Donc, pendant que François va essayer de se reconnecter, je vais prendre la question que je peux lire dans le Q&A. Je ne saurais pas te l'interpréter. Hein. Donc, est-il possible de livrer et d'assembler aussi sur site des poutres déjà protégées du feu, ou les traitements ne peuvent-ils être appliqués que sur chantier après leur pose? Oui, donc ça c'est la nouvelle tendance, donc de protéger les poutres, donc d'appliquer la peinture intumescente en atelier. Donc ça c'est ce qui se fait énormément en Angleterre et ce qui commence à se faire aussi beaucoup donc maintenant sur le continent, donc de peindre, donc de mettre la peinture intumescente en atelier, de transporter les poutres parachevées et déjà peintes, et donc lors de l'assemblage, donc il peut y avoir parfois quelques petits défauts qui apparaissent, donc s'il y a des coups, etc. Et donc il y a donc des peintres qui viennent sur place faire les réparations. Donc souvent on vend ces poutres pré-peintes et avec un forfait de réparation si nécessaire, sachant que ces nouveaux produits sont très très résistants. Donc le coût des réparations sur site est assez faible. Mais donc ça, c'est vraiment la nouvelle tendance. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible et c'est même ce qui est la solution la plus intéressante. Alors, retour d'expérience. Il est important de prévoir le dimensionnement des poutres et surtout de la dalle armature avant d'envoyer le projet en production. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et sinon, attends. Je pense que ça veut dire, oui, c'est sûr que, par exemple, si on fait l'effet membrane, donc l'effet membrane, il faut vérifier le treillis d'armature et parfois, il faut un
il faut mettre un treillis d'armature légèrement supérieur. Donc, il faut bien sûr faire le design complet, froid et chaud. Et donc, une fois que tout est coulé, c'est plus compliqué d'aller 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 augmenter un treillis d'armature dans la dalle. Oui. C'est peut-être ça le but de la question. Mais alors, contrairement que c'est vrai que parfois, les bureaux d'études, donc on fait son calcul à froid, et puis c'est fini pour dire ah oui, mais il y a l'incendie, donc on va contacter le producteur de peinture qui va dire quelle épaisseur il faut mettre sur la poutrelle. Donc ça, c'est séquentiel. Maintenant, d'où l'intérêt, et c'est un peu l'approche intelligence de voir la structure d'ensemble et même déjà lors du dimensionnement, prévoir le mode de protection, puisque c'est finalement le concept complet acier, structure mixte et protection virtuelle qui vont permettre de conduire à la solution la plus économique et pas optimiser la structure acier, optimiser la structure mixte, optimiser la protection. Donc les trois optimisations ne vont pas conduire à l'optimisation totale. Alors, par rapport au logiciel ACB+, permet-il de vérifier la résistance au feu de poutres mixtes cellulaires ou uniquement poutres acier? Si oui, les nouveaux EN sont-ils déjà pris en compte? Oui, donc avec donc pour l'instant, on calcule la température critique dans le logiciel ACB+, à la fois pour les structures acier, poutre acier seul et poutre mixte. Pas pour les poutres pas pour les poutres acier variable, pour une poutre cellulaire classique. Donc là, la réponse est oui, sachant que c'était fait suivant méthode que j'appellerais ArcelorMittal, donc qui était une méthode de calcul développée par ArcelorMittal et par le CTCM. Donc maintenant, cette méthode a été implémentée dans le Rocode 4 parties feu, le Rocode 3 parties feu. Donc, on pourra dire que quand ce sera finalisé, on aura donc un logiciel qui permet de calculer suivant le Rocode 4 parties feu. Ok. Donc, est-ce que dans la nouvelle révision des Eurocodes, il n'y a pas de recommandations ou méthodes de prise en compte de la teneur en eau plus précise dans les poteaux tubulaires acier remplis de béton? Donc, il y a une nouvelle annexe sur les poteaux remplis de béton. Donc, il y avait déjà eu une annexe, elle a été fortement améliorée. Maintenant, sur la teneur en eau, donc je pense que cette annexe, elle tient compte de teneur en eau, mais est-ce qu'elle est améliorée ou pas? Je vois pas très bien ce que ça veut dire améliorer, parce que je pense qu'il faut tenir d'une teneur en eau et que dans les poteaux de béton, parfois on a une teneur en eau supérieure puisque le béton est emprisonné. Il faut d'ailleurs parfois prévoir de forer des trous dans le fond du poteau pour permettre l'évacuation de la vapeur d'eau en cas d'incendie. Ce que je peux dire, c'est que donc il y a une nouvelle annexe qui prend en compte maintenant les poteaux remplis de béton et qui est performance, puisque l'annexe précédente, qui était une annexe informative qui avait été invalidée pour certains élancements et pour certains types de sections. Donc ça, c'était fortement amélioré. Mais au niveau de la teneur en eau, j'avoue que je ne sais pas s'il y a un avantage ou un désavantage. Je vois, donc là, peut-être que je ne sais pas si François, oui, je vois que François est en train de se reconnecter. Donc, en tant que chairman de Rocode 4 parties feu, il faudra peut-être lui reposer la question. Mais personnellement, donc je ne vois pas exactement s'il y a une teneur en eau supérieure qui serait prise pour les poteaux remplis de béton, vu peut-être que le fait que comme le béton est emprisonné, on supposerait une teneur en eau supérieure. Je pense que la France soit connectée, je ne sais pas. On pourra peut-être, lorsqu'il va Oui, réapparaître. oui. De toute façon, on a le nom de la personne puisque la personne a posé la question dans le chat. Donc, quand on ressortira les différentes questions qui ont été posées, on rappellera à François de recontacter cette personne pour lui donner la réponse. Bonjour, je me suis reconnecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'ailleurs, il y avait une question pour le chairman du PT7 sur le Rocode 4 parties feu.
donc j'essaie de la répéter de mémoire. Est-ce que pour les tubes remplis de béton, il y aurait une prise en compte particulière pour la teneur en eau? Donc, la Alors, teneur en eau, il y a une valeur recommandée de 3% ou 4%. Et là, si on veut utiliser en tant qu'ingénieur une valeur supérieure, il faut pouvoir la justifier. Il faut quand même donner une justification supplémentaire. Il n'y a pas une valeur précise qui est donnée pour les tubes remplis de béton, sachant que cette ouverture à des valeurs plus hautes est évidemment totalement dédiée à ce genre de configuration où l'eau ne peut pas quitter le béton aussi facilement que pour une poutre mixte ou un poteau H rempli de béton. parfait, je pense que c'était l'élément manquant. Voilà, je ne sais pas si toutes les questions ont été parcourues parce que j'ai dû me reconnecter. J'avais eu pas mal de questions sur l'utilisation de nos logiciels. Donc, tous nos logiciels ne sont pas encore adaptés à toutes ces évolutions d'Eurocode. Mais évidemment, c'est une chose auquel on va s'attacher très vite. J'avais quoi d'autre, une petite remarque sur le fait qu'on n'a pas parlé des slim floors protégés. Donc, évidemment, le fait de placer des armatures est une solution intéressante. Vu la configuration, protéger une poutre slim floor est également une solution assez rapide et il y a des règles qui doivent aussi être prévues pour ça. C'est le dernier petit élément manquant pour la révision de l'Eurocode 4 partie feu. Et puis, il y a une toute petite correction aussi sur le fait, on parlait de résistance, tu as mentionné Luigi, la résistance, c'était l'effet entre le béton et l'acier. En réalité, c'est la résistance entre la platine inférieure et le profilé. On n'a pas un contact direct et donc on n'a pas une transmission directe de la chaleur. Et les règles, en fait, se basent sur des essais et les essais tiennent cet effet en compte. Mais bon, ce n'est pas un effet extrêmement important, mais disons que les règles tiennent compte. Si on fait simplement une simulation élément fini avec un contact parfait, on n'obtiendra pas exactement la même réponse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a plus de questions de la part des participants, je vais vous inviter à participer à nos prochains séminaires et à nous envoyer des questions supplémentaires si vous avez des questions pratiques. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.